Je pense que maintenant, c'est à Marc Zanello de présenter la communication suivante. Et donc, ça va être le docteur Canonge Jennifer de Paris qui va nous parler de l'étude expérimentale biomécanique des endoprothèses fenêtrées modifiées par le chirurgien. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, je me présente, je m'appelle Jennifer Canon, je suis interne en chirurgie vasculaire à Paris et je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs et les différents membres de l'Académie de chirurgie de me permettre de présenter les résultats de l'étude expérimentale biomécanique des endoprothèses fenêtrées modifiées par le chirurgien. La chirurgie conventionnelle reste le traitement de référence pour la prise en charge des anévrismes aortiques complexes, mais elle présente une morbimortalité qui peut être plus ou moins importante et qui dépend principalement du niveau de clampage aortique. Pour les patients à oris chirurgicale, c'est développer la chirurgie endovasculaire complexe avec notamment les endoprothèses fenêtrées industrielles sur mesure, mais qui présentent comme principale limite un délai de fabrication qui peut être long et qui varie entre 6 et 12 semaines. Donc pour les patients à la fois à oris chirurgicale et en situation d'urgence et de semi-urgence, d'autres techniques alternatives se sont développées. Initialement, la chirurgie hybride, mais qui présentait également une morbimortalité qui restait encore plus ou moins élevée. Les techniques off-the-shelf avec les endoprothèses industrielles mais standardisées, mais qui ne correspondent pas encore à la majorité des anatomies. Les techniques parallèles avec notamment les endoprothèses de type Chimney, mais qui présentent des problèmes d'endofuite, et les fenestrations laser dont on va reparler, et les fenestrations modifiées par le chirurgien, que j'appellerai EFMC, qui sont le centre de ce projet. Donc comment est-ce qu'on crée une endoprothèse fenêtrée modifiée par le chirurgien? Déjà, on doit se baser sur un scanner préopératoire très précis pour pouvoir localiser chaque fenêtre. On va extraire l'endoprothèse de son dispositif de largage. On va créer ensuite la fenêtre en la découpant soit au thermocuteur, soit au scalpel, on va le revoir. On va renforcer les berges, oui, non, ou avec quoi, on va le revoir également. Ensuite, on va créer ou non des lacets de réduction de qualité postérieure, ça on n'en parlera pas aujourd'hui, et réinsérer l'endoprothèse dans son dispositif de largage avant de la larguer dans l'aorte du malade. Les problématiques principales de ces endoprothèses sont qu'on n'a à ce jour aucun contrôle qualité-sécurité qui a été réalisé. On n'a aucune évaluation biomécanique de ces endoprothèses qui sont modifiées sur table par le chirurgien. Il y a une variabilité des techniques et des matériels utilisés qu'on retrouve dans la littérature qui dépend vraiment des équipes qui font cette endoprothèse, qui reste réalisée seulement dans des centres experts et que par certaines équipes. Donc on peut se poser la question de la généralisation des résultats sur ces endoprothèses, puisque chaque équipe fait un petit peu à sa sauce, si je puis dire, même s'il y a toujours une base commune. On n'a pas encore des résultats à long terme de ces prothèses, même si les résultats à moyen terme sont satisfaisants. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'optimiser les caractéristiques techniques des EFMC en comparant sur des modèles in vitro les résistances mécaniques de différentes configurations au niveau des fenêtres et également au niveau de la jonction entre le module fenêtré qui va servir, qui va être au niveau des branches aortiques, et le module aorto-iliaque qui permet de faire le lien avec les artères iliaques. Le matériel utilisé, pour les endoprothèses, on a utilisé une multifilament polyéthylène terephthalate, c'est la coupe TX2, c'est celle qui est la plus utilisée dans la littérature à l'étage viscéral. Pour les renforts, on a utilisé un guide Spartacor ou l'extrémité distale, ou l'extrémité distale d'un lasso, qui sont également les deux renforts les plus utilisés dans la littérature. Et puis pour les sutures, 3 types de sutures non résorbables utilisées en pratique clinique. Pour créer les fenêtres, j'ai utilisé un tampon de diamètre de 8 mm qui m'a permis de standardiser la découpe, et j'ai découpé soit au thermocuteur, soit au scalpel les fenêtres. Pour les fenêtres scalpel, elles n'ont pas été renforcées, ça c'était pour coller à la littérature, et les fenêtres thermocuteur l'ont été, donc soit avec lasso ou Spartacor, avec les 3 types de fils. Ensuite, j'ai également créé des fenêtres laser. Donc, j'utilise une sonde laser pour créer le premier trou. Je l'explose, si je puis dire, avec un ballon coupant de 4 mm et ensuite je le dilate à un diamètre de 8 mm. Ce tableau, c'est juste pour vous montrer les différentes catégories créées pour que ça soit plus clair. Donc, il y a les non renforcés, thermocuteur ou scalpel, les renforcés, lasso ou Spartacor avec chacune les 3 types de fils et toutes coupées au thermocuteur. Et ensuite, après une première série de tests, on a élu, on va dire, le meilleur couple renfort-fil, et on a fait la même chose avec une double boucle de renfort. Donc, on passait 2 fois le renfort, on a augmenté le nombre de passages de fil et enfin des fenêtres à laser. Au total, on a créé 71 fenêtres. Donc pour les tests mécaniques, le premier, ça a été le test d'arrachement de la branche. Donc sur une machine de traction, on met en place une branche et la machine va l'extraire. Les résultats qu'on a obtenus, c'est que les fenêtres non renforcées
avaient les résistances les plus faibles, à peu près moitié moindres, comparées aux fenêtres qui étaient renforcées pour l'arrachement de la branche. On a vu que les fenêtres renforcées par l'assaut avec une résistance légèrement supérieure aux fenêtres renforcées par le Spartacor, et le nombre de passages de boucle, en fait, le fait de doubler la boucle de renfort a permis de doubler la résistance à l'arrachement, et les fenêtres laser ont été celles qui avaient la meilleure résistance. Néanmoins, elles avaient un écart type plus élevé. Et en fait, on voit ici, je vous montre juste 2 courbes exemples. Chaque test était réalisé 5 fois. On voit que pour les fenêtres laser, on commence à une résistance environ équivalente à 8 et qui va très rapidement diminuer et se stabiliser à 2, alors que pour les doubles boucles de renfort, mais ça correspondait pour à peu près toutes les catégories, la résistance était initialement plus basse, mais elle se stabilisait beaucoup plus vite. Ensuite, on a réalisé des tests d'élargissement de la fenêtre à un diamètre modéré, donc juste de 2 mm. Et on a des résultats qui sont concordants avec les tests précédents. Les fenêtres non renforcées avaient une résistance moins élevée, avec les fenêtres scalpel qui étaient moins résistantes d'ailleurs que les thermocuteurs. Les renforcées avaient une résistance doublée par rapport aux non renforcées, et encore un avantage à la double boucle ou au laser, cette fois sans différence entre laser et double boucle. Ensuite, on a réalisé des tests de dilatation au ballon de la fenêtre et j'ai observé chaque fenêtre avant et après dilatation avec un microscope et un grossissement de 20. J'ai observé aucune rupture de renfort, de fil ou de textile. Ce test, ça nous permettait de rechercher des lésions induites par la dilatation. On a observé une sorte de déformation des lassos. En fait, le lasso, c'est 3 guides de nitinol tressés qui sont entourés d'une bobine en tungstène. Et en fait, ce qu'on voit, je le voyais mieux au microscope, donc je vous demande de me croire sur parole, mais c'est que les mailles de la bobine se sont en quelque sorte débobinées. Et en fait, elles ne reprennent pas leur position initiale après l'ablation du ballon. On a aussi vu des lésions textiles qui étaient légèrement majorées en cas d'utilisation de scalpel parce qu'on voit un effilochage des berges qu'on ne retrouve pas en cas de fenêtre thermocuteur puisque les berges sont cautérisées. Enfin, on a aussi utilisé les tests de sollicitation en fatigue. Donc ici, on a un gabarit de diamètre 9 mm pour favoriser un contact homogène dans toute la fenêtre qui, elle, faisait 8. Et je mesure au microscope les fenêtres avant et après fatigue sur des tests qui duraient 24 heures. Ce qu'on a observé ici, c'est que les fenêtres ne faisaient pas 9 mm de diamètre ou plus de 9 mm de diamètre, mais elles se trouvaient entre 8 et 9. On a appelé ça un phénomène de retour élastique. La fenêtre qui présentait le plus fort retour élastique, c'était les fenêtres non renforcées de thermocuteurs, avec un retour à environ 40%. Ensuite, on avait les fenêtres scalpel qui, elles, avaient un retour très faible, et c'était principalement dû à l'effilochage des berges. Et ensuite, les fenêtres renforcées avaient un retour élastique variable entre 10 et 30%. Et on avait juste la fenêtre avec un nombre de passages de fil qui était augmenté, qui, elle, restait aussi à peu près proche du diamètre de 9 mm. Pour finir les tests mécaniques, on a réalisé des tests de rupture. Donc, c'est un test d'élargissement qui est poussé à son extrême pour rompre la fenêtre. Donc, ce graphique, pour l'instant qui n'est pas encore clair, on voit qu'il y a toutes les courbes se correspondent en fait. Ici, toutes les prothèses fenêtrées ont à peu près les mêmes caractéristiques de rupture. Et en fait, si on les sépare, on voit que cette courbe-là, c'est la courbe laser. En fait, elle est plus rigide, c'est ce qu'on voyait sur le test d'élargissement, parce que la résistance monte plus vite, mais elle rompt plus tôt que les autres catégories. Ensuite, on avait la fenêtre, le double boucle de renfort, qui est plus rigide, mais qui, elle, est la seule qui rompait plus tard, qui avait un seuil de rupture plus tardif. Et ce qu'on voyait ici, ça, ce sont les fenêtres renforcées avec le Spartacor et non avec le lasso. Il y a un petit pic ici qui correspondait en fait à la rupture du guide, mais pas la rupture du textile qui était plus ou moins stable. On a également réalisé des tests d'étanchéité. Donc, ces tests ont été les plus difficiles à mettre en place parce qu'il n'y avait pas de protocole existant. Normalement, les tests d'étanchéité, c'est standardisé, ça se fait sur une pastille qui fait moins d'un centimètre carré de textile. On lui impose une colonne de pression d'eau pendant un temps précis. Ici, on ne pouvait pas le faire parce que je ne pouvais pas créer de fenêtre sur une pastille aussi petite. Donc, on a dû utiliser des endoprothèses tubulaires qu'on a connectées à la colonne de pression. On a remarqué une étanchéification progressive des endoprothèses, donc on a dû s'adapter à tout ça. Et en fait, on a finalement opté pour la réalisation de 5 tests avant, puis 5 tests après la fenestration, et on a évalué l'évolution des pentes des courbes. En fait, les courbes, elles étaient obtenues via un oscilloscope. Et puis, avec un modèle mathématique qu'on a créé, on a évalué les pentes en transformant cette courbe en triangle et en calculant la pente, tout simplement la courbe, en utilisant l'air sous la courbe. Principalement, les résultats obtenus ont été que les fenêtres thermocuteurs, la fuite a été diminuée par 2
en cas d'utilisation d'un renfort contre les non renforcés. Et les fenêtres scalpel, bizarrement, ont été celles qui avaient la fuite la plus faible. On a également fait des tests d'étanchéité au niveau de la jonction. Donc là, c'est ce que je vous expliquais, c'est un module bifurqué qui est mis en place d'un module fenêtré qui est au niveau viscéral. Donc ici, on ne voit pas les deux jambages parce qu'ils ont juste été coupés pour pouvoir réaliser l'assemblage. Donc on a également réalisé un modèle mathématique pour pouvoir estimer la fuite au niveau de la jonction seule et pas au niveau de chaque prothèse. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle. Et on a utilisé des modules bifurqués Cook. Donc c'est une Cook dans une Cook, donc même marque, en les chevauchant de 2 ou 3 stents et en faisant varier le diamètre de 2, 4, 6 mm ou 0. Et on a également utilisé des modules bifurqués Gore qui sont souvent présents dans l'arsenal thérapeutique des différents hôpitaux, en faisant varier le diamètre de 1 et 3 mm et en chevauchant de 4 cm, ça correspond à tout le corps de la Gore. Les résultats obtenus ici ont été que c'était les couples, on va dire, de diamètre les plus proches, donc une 30 dans une 30 ou une 28 dans une 30, qui avaient la fuite la moins importante. Et on a aussi observé que quand on chevauchait de 3 stents, comme on pouvait s'y attendre, la fuite était divisée à peu près par 2, en tout cas elle était plus faible. Et les gores dans les coups n'ont pas été celles qui ont présenté les meilleurs résultats. Donc on a retrouvé des différences de résistance mécanique selon la configuration de la fenêtre, avec un avantage du renfort par double boucle. On a observé également le phénomène de retour élastique du textile. Et en fait, ici, on a observé que le renfort diminuait le retour, probablement par un manque d'élasticité de celui-ci, et que en cas de coupure au scalpel, le retour était diminué à cause de l'effilochage. On a observé également des différences d'étanchéité selon la configuration de la fenêtre et de la jonction. Donc, au niveau de la jonction, un chevauchement plutôt de 3 stents contre 2, avec des diamètres proches des deux modules, et pour la fenêtre, un avantage du renfort contre rien ou du scalpel. Les limites à l'extrapolation des résultats, ça va concerner principalement les endoprothèses de la crosse qui sont mises en place pour des indications un peu différentes, de dissection ou d'anévrisme de la petite courbure, et donc les fenêtres ne sont pas steintées. Donc ici, on n'a pas évalué ce type de prothèse-là. On a le quid du flaring. En fait, le flaring, ça correspond à un riftage. Il y a un stent qui est mis dans la fenêtre et on va le dilater dans sa partie intra-aortique pour qu'il tienne mieux. Si on ne l'a pas testé, puisqu'on voulait juste comparer les différents matériaux entre eux. On n'a utilisé qu'un seul type de textile. On n'a pas pu évaluer la conséquence de la réinsertion dans l'introducteur de la prothèse avant la larguée dans l'ordre du malade. Et donc, on a eu des difficultés à mettre en place les tests d'étanchéité. Donc, on reste très nuancé quant à l'interprétation de leurs résultats parce que le modèle n'est pas validé. Pour aller plus loin, il y a une évaluation biomécanique qui est en cours qui concerne les endoprothèses fenêtrées du commerce pour pouvoir comparer chaque type de fenêtre entre elles, donc laser, commerce et homemade. Et dans un futur plus ou moins proche, on aimerait essayer de créer en tout cas une fenêtre idéale. Donc en conclusion, on a réalisé la première évaluation biomécanique des endoprothèses fenêtrées modifiées par le chirurgien avec un avantage de certaines configurations, notamment des doubles boucles, nonobstant une perte de retour élastique et un chevauchement de 3 stents contre 2. Et on a encore besoin de comparer ces résultats avec les endoprothèses fenêtrées du commerce. Merci de votre attention et je remercie également l'association ADTech qui a permis de financer une partie de ce projet. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle concernant ce très riche travail effectivement, de biomécanique? Et personnellement, j'ai trouvé ça très bien d'arriver justement à essayer de poser vraiment des bases objectives sur éventuellement une sensation clinique de quelle est la meilleure façon d'adapter les outils chirurgicaux. Xavier Martin, je crois que tu as une question à poser. Oui, j'aurais une question. Merci pour cet exposé très clair. Quid des problèmes médico-légaux en cas d'effet indésirable quand ces prothèses seront utilisées par rapport à, comme c'est un dispositif médical, on peut imaginer qu'il y a une certaine garantie de qualité. Et donc, vous avez évoqué ça, mais est-ce que vous pouvez développer un peu ? Merci pour votre question. Effectivement, toute la problématique de ces endoprothèses, c'est qu'à partir du moment où on modifie une endoprothèse du commerce, on n'est plus couvert par le laboratoire. Donc, en théorie, cette modification elle est sous la responsabilité seule du chirurgien. On s'était renseigné et pour l'instant, il n'y a aucune jurisprudence où le chirurgien a été tenu réellement responsable et a été accusé a eu de problèmes juridiques, en tout cas après ces modifications. Néanmoins, il faut bien sûr prévenir les malades
Et ça reste des indications qui sont rares, parce que ça correspond à des patients qui ont un haut risque chirurgical et dont on n'a aucune autre technique alternative. En tout cas, les endoprothèses standardisées off-the-shelf ne peuvent pas être utilisées dans des situations d'urgence. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore, en tout cas en France, de cas de chirurgiens qui ont été reconnus coupables de ces modifications, mais on n'est pas couvert. Et ça a été rappelé d'ailleurs dans les recommandations de l'ESVS en 2019, c'est que toute modification d'une endoprothèse n'est pas couverte par le laboratoire. Merci. On va peut-être trouver justement une transition très rapide avec la question de Jérôme Tonetti sur peut-être vos recommandations grâce à votre travail scientifique pour justement couvrir un peu le chirurgien en disant qu'il a suivi la meilleure technique possible. Est-ce que vous pouvez faire des recommandations? Nous, ce qu'on recommanderait, ce serait d'utiliser plutôt des fenêtres avec un renfort de lasso en double boucle parce qu'on a vu que ça a permis vraiment d'augmenter la résistance mécanique. Et pour le fil de suture, on n'a pas obtenu de différence, donc ça, peu importe. Et pour les lasers qui sont utilisés également, elles avaient quand même le seuil de rupture le plus faible, donc on resterait vraiment sur une homemade, enfin sur les EFMC, avec une double boucle de renfort de lasso. Est-ce que je peux poser juste une petite question, s'il vous plaît? Oui. Oui. Je veux dire, est-ce qu'il y a des études biomécaniques en physiologie sur, je veux dire, les risques et les contraintes en fonction de la pression artérielle, de l'élasticité des parois, des ruptures, c'est-à-dire la même étude sur un modèle, je veux dire, sur un modèle soit sur le cadavre, soit sur un modèle animal, des tests, enfin des grandeurs physiologiques qui correspondent à celles que vous testez. Mais non, justement, pas encore, parce que c'était la première étude déjà biomécanique et donc on n'avait pas non plus encore d'études physiologiques de ces endoprothèses. Il y a une étude qui a été réalisée, mais seulement sur la fenestration laser, avec une partie d'expérimentation animale sur des brebis qui montrait surtout la possibilité de créer ces fenêtres laser sans risque. Mais pour les homemade, on a assez peu d'études biomécaniques et physiologiques. C'est surtout des études cliniques, des séries d'équipes qui montrent leurs résultats, mais pas tellement d'études expérimentales, enfin fondamentales. En tout cas, à ma connaissance. Alors, après, peut-être que j'en ai raté, mais moi, j'en ai pas trouvé dans ma recherche. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, nous repassons la parole à Jérôme Tonetti pour présenter la communication suivante.